Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Alors c'est une vidéo, j'ai piqué l'idée, je revendique d'avoir piqué cette idée à Séverine de Il est bien ce livre qui a fait une vidéo sur ses meilleures lectures de l'année 2020, des idées de lecture qui peuvent vous aider pour faire vos cadeaux de Noël, pourquoi pas. Donc j'ai repris cette idée là, j'en ai beaucoup moins qu'elle bien sûr puisque je ne lis pas autant qu'elle. Mais vous allez voir, je vous ai trouvé... alors, j'ai pas réussi à faire un chiffre un peu rond, j'ai trouvé 11 lectures, mais ce sont les 11 coups de cœur de cette année 2020. Alors, je sais bien que l'année n'est pas terminée, je peux encore avoir des coups de cœur jusqu'au 31 décembre, mais en attendant, je vous montre d'abord les livres que j'ai adorés cette année. Alors, j'ai divisé en plusieurs catégories. Je vais commencer par vous présenter d'abord les romans qu'on peut mettre dans fantasy, SF. Ensuite, j'ai des contemporains à vous présenter et ensuite, je terminerai par tout ce qui est roman noir, polar, thriller. C'est parti, je commence donc avec la catégorie fantasy, science-fiction. Et je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par vous présenter un graphique que j'ai lu au mois de janvier et que j'ai adoré et c'est vraiment un coup de cœur. Alors, je lis peu de graphiques, je ne suis pas du tout spécialisée dans le graphique. Mais le peu que j'ai lu cette année, c'était du très bon. Et celui-ci, vraiment, de toute façon, c'est unanime dans la critique. Il s'agit de Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. C'est ce beau bébé. De Émile Ferris, Émile Ferris, et c'est publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Alors, le deuxième tome est en préparation. Il devrait sortir, je pense, l'année prochaine, en 2021. Je ne peux que vous conseiller ce roman graphique qui est d'une beauté incommensurable. Et surtout avec une intrigue excellente. On va suivre une petite fille, alors je ne sais plus comment elle s'appelle parce que je l'ai lu en janvier comme je vous l'ai dit. Et en fait cette petite fille, elle vit avec sa mère et son frère. Alors on est, je sais plus si on est à New York ou à Chicago, en tout cas on est à Chicago, voilà, on est à Chicago dans les années 60. Et cette petite fille vit avec sa mère, vit avec son frère. Elle a une passion un peu étrange, c'est qu'elle aime les monstres. Elle se prend, d'ailleurs, elle aimerait se transformer en monstre, elle aime tout ce qui est vampire, elle regarde les pulps, elle achète des pulps, donc les pulps ce sont des petites bandes dessinées qui mettent en scène souvent des vampires, etc. Elle aime se faire peur, elle se prend vraiment pour un monstre. Et en fait elle va enquêter parce qu'elle habite dans un immeuble assez décrépit. Et un jour, une de ses voisines est retrouvée morte. Donc on pense à un suicide, on pense qu'elle s'est suicidée avec une arme. Or, cette voisine, quand la jeune fille donc, commence à mener son enquête, elle se rend compte que cette voisine avait un lourd passé, notamment avec la Seconde Guerre mondiale et notamment avec les camps de concentration, puisqu'elle a fui, c'est une exilée après la Seconde Guerre mondiale est arrivée, elle est venue se réfugier en Amérique et il y aurait un nazi qui traînerait un peu dans le coin. Donc ce serait pas vraiment un suicide, ce serait plutôt un assassinat. Voilà, c'est excellent parce que on passe par déjà le graphique, le graphisme est incroyable. Émile Ferris, elle a une plume, un coup de crayon incroyable. C'est noir, c'est sombre, c'est à la fois très audacieux, c'est très original. Et si vous êtes fan de bande dessinée, ou si vous n'êtes pas fan du tout, c'est vraiment une bande dessinée qui peut parler à tout le monde. Alors attention, pas aux plus jeunes parce qu'il y a quand même des scènes assez osées. Mais je vous la conseille à 2000%, c'est vraiment une énorme... Alors elle coûte son pesant de cacahuètes, hein, elle coûte 34,90 €, mais je vous assure que c'est un magnifique cadeau de Noël à offrir. Et le deuxième tome ne va pas tarder à sortir. Toujours dans catégorie donc fantasy, je l'ai classé dans fantasy parce qu'il y a beaucoup de choses avec les monstres, etc. Fantasy, mon dernier coup de cœur fantasy, c'est Nevernight de Jay Kristoff, publié chez De Saxus. J'ai la version brochée, il existe une version hardback incroyablement belle. Vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos, c'est vraiment mon coup de cœur de fantasy adulte de cette année parce qu'on va suivre Mia. Alors elle a beau avoir 16 ans, Mia, elle jure comme un charretier, elle fume le cigarillo et surtout c'est une meurtrière puisqu'elle a vu toute sa famille décimée. Son père a voulu monter un coup d'état, il a été pendu devant ses yeux, sa mère est devenue folle. Et donc elle va entrer au service d'un certain Mercurio qui va la former à devenir une meurtrière et elle va devoir se soumettre à l'église rouge pour devenir une meurtrière et pour
servir cette église rouge. Alors, faut un petit peu s'accrocher au début, les 100 premières pages, faut un peu s'accrocher parce qu'on est, on est catapulté dans un univers qui ressemble à l'Italie, à la Venise du XVIe siècle, de la Renaissance. Et alors après, je trouve que l'auteur nous amène vraiment... Alors c'est à la fois le schéma très basique de la fantasy, mais c'est très original. J'ai adoré le personnage de Mia, qui est glauque, qui est sombre, qui... Bon, c'est une gamine de 16 ans, mais franchement j'avais pas l'impression d'avoir une gamine de 16 ans quand je lisais. La plume de J. Christophe est parfois à mourir de rire avec ce narrateur qui en bas de page nous donne, se moque de son héroïne. C'est cru, il y a des scènes de violence, il y a des scènes de sexe. Bref, je trouve que c'est de la très bonne fantaisie, très immersive. Et encore une fois, si vous voulez faire un beau cadeau à quelqu'un qui aime la fantaisie, allez-y avec la version hardback. La version brochée, elle est à 19,90 et je pense que la version hardback doit être à 10 € de plus. Mais ça peut également faire un magnifique cadeau de Noël et vous ne serez pas déçus du voyage aux côtés de Mia. Le dernier titre que je vais vous présenter dans cette catégorie SF Fantasy, c'est un titre de science-fiction. Il s'agit du premier tome de Silo, publié donc par Hugh Howey, et c'est publié au livre de poche. Donc il y a 3 tomes, pour l'instant j'ai lu le premier tome, alors ça a été un coup de cœur, je l'ai lu cet été. C'est un beau bébé hein, qui fait un peu plus de 700 pages, 730 pages, mais alors qu'est-ce que c'était bien. Donc pour vous résumer un peu la chose, nous sommes aux États-Unis dans un silo enterré sous terre, avec des étages. Plus vous montez dans le silo haut, plus vous montez dans la hiérarchie. Le silo est creusé à ras de sol et au dehors en fait on ne peut pas aller dehors parce que tout a été contaminé, on imagine par une bombe nucléaire, mais ça on ne le sait pas, c'est jamais vraiment dit, on le devine. Et puis de temps en temps quand on veut condamner quelqu'un à mort, on l'envoie dehors dans une combinaison et il doit aller nettoyer les petites caméras qui sont situées à l'extérieur puisqu'on observe quand même l'extérieur. Et c'est sa punition ultime, puisqu'il a le temps juste de nettoyer les caméras, et ensuite il meurt. Au début, on a la femme du maire ou du shérif. C'est la femme du shérif qui est envoyée dehors pour nettoyer les caméras. Et à partir de là, il y a plein de choses qui vont s'enchaîner, puisqu'il va falloir trouver un nouveau shérif dans ces 144 étages. Et alors, c'est incroyable, avec un personnage féminin. Je m'y attendais pas parce qu'en fait on glisse en fait d'un personnage masculin à un personnage féminin très fort auquel on s'attend pas, et alors c'est d'une intelligence, ça fait froid dans le dos. Je n'ai pas vu, franchement cet été, je n'ai pas vu les pages se tourner tellement c'était bon, tellement la réflexion est pertinente et tellement on ne s'attend pas, en fait il nous surprend à chaque chapitre. L'auteur il est vraiment très fort, il nous surprend à chaque chapitre, on se pose des milliers de questions, des milliards de questions. On n'a pas forcément les réponses dans ce premier tome. J'ai le 3e tome qui m'attend, il faut que je me procure le 2e tome. Donc le 2e tome c'est Origine et le 3e c'est Génération. Mais je vous assure que c'est un monument de la science-fiction et a priori il devrait être adapté à la télé et j'ai vraiment hâte de voir ça. Alors je vais essayer de poser, alors c'est toujours mon problème, je ne sais jamais où poser mon bazar. Excusez-moi, et voilà, c'est tombé, j'en étais sûre. Bref. Ok, je passe ensuite à la littérature contemporaine. J'en ai un petit peu moins lu cette année, donc je vais vous présenter simplement 2 titres, mais ce sont pour moi des titres qui sont incontournables, que j'ai adoré. Le premier titre, c'est un livre de martyrs américains de Joyce Carol Oates. C'est publié aux éditions Philippe Ray, mais entre temps il est sorti... Alors, est-ce que c'est livre de poche qu'il édite? Je sais plus qui l'édite en format poche, je vais pas vous dire de bêtises, Joyce Carol Oates. Peut-être pas le livre de poche, peut-être point, je sais plus. Bref, il est sorti entre temps en version poche, donc vous pouvez vous le procurer en version poche. Alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est une histoire qui va se dérouler en 2 temps. On est dans les années 2000, ouais c'est ça, dans les années 2000, et en fait on va suivre un médecin avorteur dans l'état, alors je sais plus où c'est dans l'Ohio, donc autant vous dire c'est vraiment l'Amérique profonde. On va suivre un médecin avorteur et on va suivre des chapitres qui s'alternent avec un homme qui est profondément chrétien, mais je crois que c'est limite chrétien évangéliste, et en fait qui lui est contre l'avortement. Et en fait on le sait dès le départ, ce personnage qui est contre l'avortement va tuer à bout portant le médecin avorteur. Donc on va suivre en fait, dans une première partie du roman, tout ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce meurtre
terrible. Comment est-ce que bah, cette personne, je sais plus comment il s'appelle, c'est Luther Dunphy. Ouais, c'est ça, Luther Dunphy tire sur le docteur Augustus. Qu'est-ce qui fait qu'il a tiré sur le docteur Augustus? Donc on a vraiment toute l'histoire de ce personnage. Je trouve que c'est excellent parce que en fait Joyce Carol Oates pose ses personnages et ne prend pas parti. Alors bien sûr qu'elle est pour l'IVG dans la réalité, bien sûr qu'elle est pour que les femmes disposent entièrement de leur corps, mais dans la réalité du bouquin, elle nous laisse vraiment avec... Elle nous laisse ces personnages, leur point de vue, et en fait je trouve ça très intéressant parce qu'on se rend compte que ce sont des personnages ni tout blanc ni tout noir, ils sont gris. Et quelles que soient nos convictions, on est touché par ces personnages. Et alors la deuxième partie du roman, je m'y attendais pas du tout parce qu'elle glisse complètement dans une autre direction. Et après le meurtre sordide qui a été commis sur le médecin Augustus, on va suivre les conséquences sur la famille, donc du meurtrier et la famille de la victime. Et alors, la dernière page de ce livre m'a émue, c'est d'une force, c'est une bombe. C'est une bombe, elle nous fait réfléchir sur plein de choses, sur la culpabilité, le pardon, le poids, l'héritage. Je vous le conseille à 1000%. C'est pas forcément évident, c'est une écriture quand même assez complexe, Joyce Carol Oates, mais elle vous happe dès les premières pages et vraiment c'est un excellent livre. Le deuxième bouquin que je vais vous présenter en contemporain, il s'agit des Brumes de Riverton de Kate Morton et c'est paru chez Pocket. J'adore Kate Morton, c'est vraiment une autrice qui me fait à chaque fois voyager, qui me fait à chaque fois rêver. Et là j'ai adoré. Alors si vous êtes comme moi fan de Downton Abbey, allez-y, c'est pour vous. Ce bouquin il est pour vous. En fait, on va avoir un jeu de passé-présent entre les années 1920 et les années 2000. Au départ, on va suivre une jeune réalisatrice qui veut faire un documentaire sur le domaine de Riverton, un domaine très prestigieux en Angleterre. Et en fait, elle va interviewer Grace Bradley qui a servi en tant que domestique. Donc c'est une vieille femme, Grace Bradley. Et c'est une vieille femme qui a des secrets à révéler, vous vous en doutez, puisqu'en 1924, il s'est produit un drame lors d'une soirée. C'était un poète, voilà, un poète très connu, l'étoile montante de la poésie anglaise, qui s'appelait Lord Robert Hunter, qui se serait suicidé au bord du lac lors d'une réception grandiose. Et donc Grace Bradley bien sûr, va replonger dans ses souvenirs et pour nous raconter comment on en est arrivé à ce drame. C'est super parce qu'en fait on est du côté de la domesticité, on est avec Grace et on est vraiment, vous savez, Downton Abbey, on suit d'un côté les maîtres, d'un côté les domestiques. Là on est pratiquement tout le temps avec Grace qui entre par vraiment la toute petite porte au domaine de Riverton. On lui donne une chance et c'était excellent parce qu'on voit en fait les coulisses d'un grand domaine, on voit les coulisses de tous ces nobles, de tous ces riches, de tous ces aristocrates et c'était vraiment un régal. Et si vraiment j'ai un livre à vous conseiller de Kate Morton, commencez par celui-ci ou par L'Enfant du Lac, ce sont vraiment deux grandes réussites pour moi de cette autrice. Et je vais passer à tout ce qui est roman noir. Alors je suis désolée. Voilà. Alors vous allez voir... Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Je vais commencer avec cette énorme pavasse 22-11-63 de Stephen King, paru au livre de poche, qui nous raconte une fin alternative et si Kennedy n'avait pas été assassiné ce jour-là, qu'est-ce qui se serait passé? On va suivre un professeur de lettres aux États-Unis qui s'appelle, je ne me rappelle plus son nom, Jake Epping, excusez-moi, c'est un moment que j'ai lu. Jake Epping, il est professeur de littérature et en fait un jour il va déjeuner tous les jours dans une espèce de boui-boui et le type qui tient le boui-boui est très malade et il lui confie un secret, il lui dit Jake écoute voilà je vais mourir, je te confie mon secret dans son petit truc là, son boui-boui là où il fait des hamburgers, il y a une faille spatio-temporelle. Et tu peux revenir, si tu y pénètres dans cette faille spatio-temporelle, tu reviens en 1900. Alors il revient pas en 63, il revient un petit peu, je crois 4 ans avant. Je crois qu'il revient en 59 ou en 60, je sais plus. Et donc Jake se dit, et si je changeais le cours de l'histoire avec un grand H? C'est passionnant d'un bout à l'autre, c'est pareil, c'est une énorme bricasse. On est sur du 1000, ouais.
On est quand même sur plus de 1000 pages. Mais alors, je n'ai pas vu les chapitres défiler. C'est incroyable ce que réussit à faire Stephen King à partir de cette hypothèse. Peut-on changer le cours de l'histoire et quelles en sont les conséquences? C'était incroyable et je ne peux vous ne vous ennuierez pas avec ce bouquin. On est plongé au cœur des années 60, c'est jubilatoire, c'est génial et on se prend vraiment au jeu. Allez-y, foncez, c'est vraiment un excellent roman de King. Je continue avec du King puisque j'ai adoré également cette année Carnet Noir, toujours au livre de poche. Alors attention, il fait partie de la trilogie de Monsieur Mercedes, donc le premier c'est Monsieur Mercedes, Carnet Noir que vous pouvez quand même lire de manière indépendante, vous perdez quand même des choses, et le dernier c'est c'est plus, je sais plus, c'est Fin de ronde, ça y est, j'ai retrouvé Fin de ronde que j'ai moins aimé. Carnet Noir c'est vraiment incroyable, c'est un bouquin qui parle de littérature, qui est centré sur un enfant, comme aime le faire Stephen King souvent dans ses romans. Donc de quoi ça parle? Ça parle d'un écrivain qui prend sa retraite et qui met fin en fait à une saga de romans qui était à succès. Il en a vendu des millions. Et en fait vous avez un jeune homme qui s'appelle Maurice Bellamy qui décide de se venger, qui va assassiner ce vieil homme. Alors je vous spoil pas, c'est vraiment dans le premier chapitre, parce que ce vieil écrivain aurait conservé des carnets noirs, donc des manuscrits, où il raconte encore les aventures de son personnage fétiche de saga. Et donc notre personnage qui s'appelle Maurice Bellamy va assassiner le vieil homme pour s'emparer des carnets. Ça va pas tout à fait se passer comme il le veut, et les carnets vont aboutir dans les mains d'un jeune garçon. Et on va avoir notre célèbre détective Bill Hodge qui va se trouver mêlé à cette histoire, à cette enquête. C'est une enquête brillante qui flirte parfois un peu avec le fantastique. Avec, vous savez, les jeunes, chez Stephen King, souvent les jeunes enfants, les jeunes ados sont doués un peu de magie, pas de magie, mais ont un petit don comme ça. Donc on flirte un petit peu avec le fantastique, mais c'est très léger. Et c'est surtout une excellente lecture, une excellente enquête. J'ai adoré, là encore, j'ai pas vu les pages défiler. C'est vraiment une de mes meilleures lectures de King. Ouais, parce que j'ai tout aimé. Il y a tout un univers littéraire. On parle beaucoup de littérature. Qu'est-ce qu'être un écrivain raté? Qu'est-ce qu'être un écrivain connu? Qu'est-ce qu'écrire? Il y a toute une réflexion autour de la littérature. C'est ça aussi qui m'a beaucoup parlé. C'était fabuleux. Allez-y. Un autre bouquin que j'ai lu cet été et que j'ai adoré et que je vous recommande encore une fois à 1000%, il s'agit de L'Apothicaire de Henri Lovenbruck et c'est publié chez J'ai lu. Mais alors, qu'est-ce que c'était bien ce livre. Encore une fois, une grosse pavasse. Je vous propose vraiment que de la pavasse aujourd'hui. On est cette fois-ci non plus de nos jours, mais on est au XIVe siècle, donc nous sommes au Moyen-Âge et on va suivre Andréas de Saint-Loup qui est apothicaire à Paris dans une rue, la rue Saint-Denis, qui est fort connue pour ses prostituées. Et Andrea, il est à la fois très estimé de la population, mais à la fois on s'en méfie parce que c'est un très bon apothicaire qui est meilleur que certains médecins, qui a été formé, alors il a été formé à l'étranger, notamment en Espagne, et alors il est vraiment excellent, donc il suscite en fait beaucoup de jalousie. Et un jour, il se lève et en descendant l'escalier pour se rendre donc à son magasin qui est situé en dessous de là où il habite, il s'est aperçu qu'il y a une petite porte qui est apparue pendant la nuit. Une petite porte qu'il n'avait jamais remarquée jusqu'à présent. Donc il se demande au départ, est-ce que je suis fou? Je n'avais jamais remarqué cette petite porte dans mon appartement, dans ma maison. Il a des domestiques. Les domestiques pareil n'ont jamais remarqué cette petite porte. Et puis c'est une succession de petites choses comme ça, de choses qui apparaissent, ou plutôt qui disparaissent du jour au lendemain. Et en fait, très vite, Andréas de Saint-Loup va être accusé d'être un hérétique, donc il va devoir fuir Paris, fuir la capitale pour se réfugier. Et c'est vraiment une quête initiatique pour au départ retrouver, savoir cette petite porte, pourquoi elle est apparue, qu'est-ce que c'est que cette chose qui a disparu dans sa vie, qui est apparue dans sa vie.
C'est truculent, c'est très drôle, il y a des personnages de prostituées qui sont croqués avec cœur, qui sont croqués avec délice, c'est vraiment super drôle. Alors c'est assez spécial dans le sens où il leur arrive toujours des aventures et je pense que Henri Leeuwenbruck ici c'est un petit peu inspiré de ce qu'ont pu faire les auteurs du Moyen-Âge, c'est-à-dire il y a une aventure, puis encore une aventure, puis ça repart ad vitam aeternam, mais il va mener l'enquête et c'est vraiment, voilà, c'est génial. Si vous avez envie d'un roman d'aventure, mais à la fois d'un roman érudit, foncé. Alors c'est érudit sans vraiment, sans être pédant, vous voyez, vous allez apprendre des choses, mais c'est pas pénible, quoi, c'est pas chiant, c'est accessible à tout le monde. C'est ça que j'aime dans la littérature, on passe à la fois un excellent moment, on est diverti, on apprend des choses, et c'est exactement ce qu'a fait Henri Leeuwenbruck avec une plume mais excellentissime, et je peux vous dire que j'ai encore 2 romans d'Henri Leeuwenbruck dans ma palle et qui vont pas faire long feu. Encore un roman polar noir historique, donc on était encore dans l'historique là avec l'apothicaire, là aussi nous sommes dans l'historique avec ce roman d'une sombreur, je ne pense pas que ça se dise, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Excellente, c'est 1793 de Niklas Natt Horndag. Alors dans mes souvenirs il est suédois et c'est publié chez Pocket. Qu'est-ce que ce roman, c'était une claque, une baffe, ce que vous voulez, un choc, j'ai tout adoré. Alors attention, je sors les warnings, c'est sombre, c'est glauque, c'est cru, c'est violent, c'est tout ce que vous voulez. Ça poisse, vous lisez ça, vous avez l'impression d'être, je crois que oui c'est ça, ça se passe à Stockholm, vous avez l'impression d'être dans le Stockholm du XVIIIe siècle, ça pue, c'est crade, c'est sale, les gens sont mal élevés, les gens sentent mauvais, c'est horrible dans la rue, il y a des mutilés partout, c'est l'horreur totale. Et on va suivre en fait 2 personnages, on va retrouver un cadavre atrocement mutilé auquel il manque les bras, les jambes, dans l'espèce de cloaque qui sert de fleuve près de Stockholm. Et en fait on va avoir 2 personnages, alors dans mes souvenirs il y a une espèce un ancien soldat mutilé, et en fait les soldats mutilés on les emploie, comme on savait pas trop quoi en faire, ils sont revenus, il leur manque un bras, une jambe, on les emploie un peu pour faire la police dans la ville, voilà. Et un juriste qui est très malade, qui est atteint de tuberculose, et ils vont enquêter tous les 2 pour retrouver d'abord qui était ce cadavre, quelle est son identité et pourquoi est-ce qu'il est arrivé jusqu'ici. Et alors, c'est construit d'une manière, je n'avais jamais vu ça auparavant, il y a 4 parties, et en fait, sans vouloir trop vous spoiler, les parties ne vont pas dans l'ordre chronologique, mais reviennent en arrière en fait. Et alors c'est incroyablement bien construit, incroyablement bien bâti, incroyablement bien écrit et bien traduit. Je vous assure, allez-y si vous avez envie d'un truc bien glauque, bien sombre, bien documenté. Allez-y sur 1793, j'ai adoré, c'était une claque et vraiment c'est le livre qui m'a je pense le plus marqué cette année. Et je termine avec cette pavasse, bah oui on a commencé avec une pavasse, on termine avec une pavasse. Avec le premier tome de la trilogie du Mississippi, il s'agit ici de Brasier Noir de Greg Iles et c'est publié chez Actes Sud. Vous pouvez le trouver en poche dans leur collection Babel Noir. Ça qui coûtera moins cher parce que là il est quand même à 28 €. Donc j'ai lu le premier tome, j'ai lu le deuxième tome, il me reste toujours le troisième tome, vous avez compris dans ma palle. Qu'est-ce que c'était bon. On est dans du thriller noir, historique. Donc ici nous sommes dans le Mississippi, dans un bled tout pourri qui s'appelle Natchez. Je dis tout pourri parce que vous avez des gens qui sont des hommes blancs qui se revendiquent du Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan a été bien sûr dissous depuis de nombreuses années, mais eux, ils ont trouvé ça drôle d'en refonder un entre eux. Donc si vous voulez, ça amuse un peu à chasser les noirs et commettre des meurtres comme ça de sang-froid. Et en fait on va être plongé dans le passé parce que donc c'est Penn Cage, ouais c'est ça, c'est Penn Cage qui est le maire de Natchez, va devoir défendre son propre père. Donc son père s'appelle Tom Cage, c'est un médecin et il est accusé d'avoir tué, donc Tom Cage si vous suivez, est accusé d'avoir tué son ancienne infirmière qui était noire. Et il ne veut pas parler, Tom Cage, tout l'accable, toutes les preuves l'accablent, sauf que Tom Cage ne veut pas parler, donc
C'est bien que c'est pas lui, et on sent bien qu'il y a un secret. Et ça va nous permettre de remonter dans les années 50, dans les années 60, quand c'était la ségrégation aux États-Unis, quand des hordes de jeunes hommes blancs ne trouvaient rien de mieux à faire que de traquer des noirs et les tuer en toute impunité, chose qui se continue de nos jours dans notre livre, hein, bien sûr. C'est excellent parce qu'on revient vraiment à la manière dont la ségrégation raciale, chose qui n'est toujours pas réglée en fait dans certains coins des États-Unis, on s'en rend compte. C'est toute une critique aussi de la manière dont fonctionnent les États-Unis avec le port d'armes qui est complètement légal, et vous achetez une arme là-bas comme vous achetez une baguette de pain ici. C'est vraiment un premier tome immersif, excellent, c'est très bien écrit, c'est encore une fois très bien traduit, c'est poisseux, on est dans les marécages du Mississippi avec les crocodiles, avec des secrets qui sont vraiment enfouis, bien gardés, ça va à 1000 à l'heure, on voit vraiment pas les pages défiler, je vous assure. Et c'est très immersif, et encore une fois je ne peux que vous conseiller ce premier tome qui est sorti, je vous rappelle, en poche, et pourquoi pas vous offrir carrément la trilogie, ça fait un magnifique cadeau de Noël. Voilà, j'ai été assez rapide et j'ai été assez concise, je l'espère pour vous. N'hésitez pas, si vous voulez d'autres informations en commentaire, laissez-moi un petit mot, je vous réponds avec plaisir. J'espère que je vous ai donné des idées de cadeaux de Noël. Alors vous avez vu, il y a des choses qui sont très récentes, il y a des choses qui sont beaucoup plus anciennes, mais c'est pas grave. Un livre, de toute façon, il peut avoir 15 ans, 20 ans, 1 an, 1 mois, ça reste un livre et on peut le lire. C'est ça la magie du bouquin, il aura toujours la même force, quelle que soit l'époque à laquelle on le lit. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour échanger avec moi. Je vous souhaite un excellent mois de décembre pour la course aux cadeaux. J'espère que vous serez bien inspirés. N'hésitez pas non plus, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo de Séverine qui dure 1h30, hein, mais qui nous donne vraiment, vous la regardez en plusieurs fois comme moi, comme j'ai fait, et puis qui vous donne vraiment de bonnes idées également de cadeaux de Noël. En attendant, écoutez, je vous souhaite de belles lectures, je vous souhaite un très beau mois de décembre et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!